Bonsoir à tous, il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Énergie renouvelable, l'objectif des 60% du mix énergétique repoussé à 2035. Une campagne pour la sobriété énergétique en prévision de l'été annoncée. Affaire Reward Money, accusé provisoirement de blanchiment d'argent. Le sergent Youssouf Ali Hossein questionné sur des transactions de plus de 83 millions de roupies à la FCC. Et mon désir, ma gloire la plus chère. L'association Alzheimer and Dementia à Belle-Rose occupera bientôt un centre plus spacieux à La Vigie. L'émission Grand Titre y a été consacrée. Le nombre de malades est en hausse. Le monde journalistique pleure la mort de 5 confrères d'Al Jazeera tués dans une frappe israélienne à Gaza. Numérisation, collaboration, la nouvelle direction de la MASA mise sur une restructuration interne pour faire de l'instance une référence dans la région. Le Collège du Saint-Esprit remporte la première édition de STEM Racing. Cap maintenant sur le Singapour où nos ingénieurs en herbe tenteront de décrocher un classement international dans une course de Formule 1 miniature. L'objectif d'atteindre 60% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique désormais repoussé à 2035. Le ministre Patrick Assirvaden a évoqué ce nouveau cap ce matin lors de l'ouverture d'un atelier de travail à Balaklava. Il portait sur la validation du plan stratégique 2025-2030 pour les énergies renouvelables. En prévision de l'été, une campagne sur la sobriété énergétique sera bientôt lancée. Migan Buenapanaiken. Le dernier plan stratégique sur l'utilisation de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne ou encore de l'hydroélectrique couvrait la période 2018-2023. Et à ce jour, il a mené à une part d'énergie recouvrable de 18,2% dans le mix énergétique à Maurice. Pour augmenter cet apport en énergie verte, la Mauritius Renewable Energy Agency a confié l'élaboration d'un nouveau plan à une firme de consultants en novembre dernier. 10 mois après, une ébauche a été préparée. Elle fait actuellement l'objet de discussions entre tous les partenaires concernés. Stratégique plan qui peut venir, il peut permettre de connaître qui s'abonne institution et qui a moyens qui peut besoin justement pour atteindre dans la durée sa réalisation de sa objectif par rapport à l'énergie renouvelable. Après la finalisation du document, une feuille de route sera élaborée. Maurice bénéficiera de l'expertise de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. À Balaklava ce lundi, le ministre de l'Énergie précise que de 2014 à 2024, les énergies renouvelables ont stagné à Maurice. Patrick Assirvaden qualifie l'objectif de 60% d'énergie renouvelable en 2030 d'illusion politique. Nous ne pas progresser, je comprends. Nous stagner, je comprends, mais nous reculer, la ligne grave. L'énergie renouvelable a reculé. Nous avons envie de reset le tout. Nous gardons les 60% d'énergie renouvelable qui nous croit le pays capable de faire. Mais seulement nous disons que le target sera pas 2030, mais 2035, dans 10 ans. En prévision de la période estivale et des risques de délestage sur le réseau, l'Energy Efficiency Management Office sera appelé à lancer une campagne pour l'utilisation judicieuse d'électricité en période de pointe. Elle ciblera plus particulièrement les gros consommateurs. La priorité, c'est la sécurité énergétique. Tout le monde est conscient qu'il danger peut être nous dans les mois à venir. Ça veut dire qu'en été rentré, quelle va être la pression sur les épaules du CEB et pour produire courant. Nous avons une campagne d'efficience énergétique. Nous pouvons viser un gros consommateur courant. Déjà, à partir du 1er septembre, tout les climatiseurs, ce sont les normes moins énergivores. La loi ne finit pas. Si nous sommes capables, on économise autour de 75 à 80 mégawatts aux heures de pointe, ça veut dire que nous sommes capables de traverser l'été là. L'idée est là, mais ce n'est pas la solution. Dans le moyen et le long terme, plusieurs projets seront ainsi mis en chantier, entre autres la ferme photovoltaïque flottante à Tamarin Falls, des projets agri-solaires, 10 unités hybrides solaires, le renouvellement des Power Purchase Agreements avec les producteurs indépendants ou encore la suppression du charbon.
Tout à fait. Autre chose, l'enquête sur le reward money prend de l'ampleur. Les sommes découvertes se comptent toujours en millions. L'interrogatoire du 5e suspect arrêté, le sergent Youssouf Ali Hossein, s'est poursuivi aujourd'hui. Le reportage de Yacine Den Mahmoud. La valse autour du reward money continue à la Financial Crimes Commission. L'interrogatoire du sergent Youssouf Ali Hossein s'est poursuivi ce lundi. Arrêté vendredi dernier, ce policier faisait partie de la Defense Special Striking Team. Les enquêteurs s'intéressent à deux périodes particulières. 65 890 000 roupies ont été versées sur son compte entre août 2022 et février 2024. Par la suite, entre avril et septembre 2024, c'est une somme de plus de 17 300 000 roupies, toujours sur son compte, qui intrigue. Ces sommes proviendraient, selon les premiers éléments de l'enquête, du reward money. Il fait face à deux accusations provisoires de blanchiment d'argent. Un des volets de l'enquête concerne les mouvements de fonds à partir de son compte. Avec l'arrestation du sergent Youssouf Ali Hossein, le montant total du reward money sous enquête est désormais de plus de 274 millions de roupies. Le sergent Youssouf Ali Hossein est le 5e policier arrêté dans le cadre de cette enquête. Avant lui, l'ASP Lilham Dial, l'ASP Dunras Gangadine, l'ASP Faraz Mouniarot et le sergent Yeshdeo Siborot ont aussi été arrêtés dans le cadre de cette même affaire. Par ailleurs, d'autres développements importants sont à prévoir cette semaine. D'autre part, un bateau volé suspecté d'être utilisé pour un trafic de cannabis en mer a été retrouvé le 7 août dernier après une opération de police d'envergure. 3 suspects ont été arrêtés, un 4e est recherché. Plus de détails avec Lovina Sophie. Le vol du Naughty Boy a été signalé par son propriétaire alors qu'il était amarré dans le lagon de Cap-Malheureux. Une opération a alors été montée. Elle a rassemblé plusieurs unités de la police et la section anti-narcotique de la MRA. Elle était basée sur des soupçons que l'embarcation était toujours dans les eaux territoriales du pays. Des équipes ont alors été déployées à différents points stratégiques de Baie du Tombeau à Rochebois. Quelques heures après, l'embarcation a été repérée dans le lagon de Baie du Tombeau près des récifs avec 4 personnes à bord. Cus Desgentil, Alexandre Viramoutou et Yannick Goulam Singh ont été arrêtés, tandis qu'une 4e personne a réussi à prendre la fuite. L'individu fiché à la police est activement recherché. Alexandre Viramoutou, également connu des services de police, avait été interpellé en avril 2024 à Pérébert avec 1 kg de cannabis. Il avait en sa possession un embord volé. À ce stade de l'enquête, les suspects nient toute activité suspecte. Ils affirment que le bateau était ensablé et qu'ils tentaient de le remorquer. Sous le feu des projecteurs après des années d'absence, les Junior Ministers ont effectué leur grand retour et ont remplacé les PPS après les dernières élections générales. Plus qu'un simple soutien, ces ministres délégués sont attendus au tournant. Anjou Ramgoulam nous en dit plus. Ils avaient disparu depuis près de 30 ans. Mais, suite aux élections de 2024, les Junior Ministers ont remplacé les secrétaires parlementaires privés, les PPS. Le gouvernement compte 10 ministres délégués, nombre maximum autorisé par l'article 66 de notre Constitution. Il y a quand même certains ministères qui sont un ministère très vaste. Comme on peut dire vaste, on peut dire par rapport à quantité des affaires qu'ils ont guettées, quantité des affaires qu'ils ont administrées. De ce fait, l'idée d'avoir des junior ministers, c'était surtout pour ça va le ministère-là. Le gouvernement a l'ambition de faire une grande réforme dans les administrations régionales, c'est-à-dire donner beaucoup plus de pouvoir à la municipalité et à la district council. De ce fait, le rôle de la PPS dans ce nouveau setup-là, tu peux un peu amoindrir. Que fait concrètement un junior minister pour mériter son salaire de base de quelques 144 000 roupies, sans compter les allocations? Au niveau du ministère des Arts et de la Culture, il est très vaste. Surtout, nous avons des artistes qui sollicitent et nous aident souvent, et surtout, nous avons des autres ministres ou des junior ministers. Mais voilà, tout le rôle du junior ministère est en jeu, parce que souvent, le ministre est pris par le cabinet, solliciter les autres places. Et là, nous délivrons un junior ministère, et là, j'ai un dossier. Et s'il n'est pas d'accord avec le ministre, le junior minister peut-il s'exprimer sans crainte? Bien sûr, comme je ne suis pas d'accord, je exprime l'opinion, mais pas veut dire que quand je exprime l'opinion, qu'il y a une divergence. Donc, pas tout le monde travaille, moi, j'ai un patron au-dessus de moi. Donc, pour moi, c'est un faux débat.
En attendant, les citoyens, eux, attendent de voir si grâce aux Junior Ministers, les dossiers avanceront effectivement plus vite. Dans la capitale, les dirigeants de la plateforme commun syndicale ont tenu une conférence de presse ce matin. À l'agenda, la pension de vieillesse. Ils affirment que la campagne de sensibilisation autour de la décision du gouvernement sera renforcée. Le compte-rendu d'Ajmal Moïtob. La plateforme commun syndicale réunie autour du paiement de la pension de vieillesse à 65 ans dénonce une fois encore cette décision du gouvernement, qu'elle qualifie d'unilatérale. Elle prévoit d'accentuer sa campagne au sein de la population avec une mobilisation prévue le mois prochain. Sa conscientisation-là, il faut une conscientisation citoyenne, qui concerne tout le monde, tout résident à ce pays-là, parce que l'âge de pension vieillesse quand une vie à 65 ans, concerne et travailleurs et mandimoun aussi qui n'a pas de travail. Nous, au niveau plateforme, nous pouvons maintenir nos décisions, pas de question de ciblage. Les dirigeants syndicaux rappellent également que la question de la pension de vieillesse a été évoquée récemment lors d'une réunion de l'Organisation internationale du travail en Afrique du Sud. Je vous le disais au sommaire, à Belle-Rose, entre exercice de mémoire et moment de partage, le centre de jour de l'association Alzheimer and Dementia constitue un véritable havre de réconfort pour une quinzaine de patients. Bientôt, grâce aux efforts du ministère des Terres et du Logement, un nouveau centre verra le jour à la Vigie. Les détails avec Daivik Rajkumar. En groupe, des regards attentifs, des sourires et surtout des échanges à cœur ouvert. Une activité menée par une psychothérapeute pour stimuler la mémoire à court terme de ces personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Et mon désir, ma gloire la plus chère. Ici à Belle-Rose, les réponses fusent, laissant parfois émerger des bribes d'histoire de vie. J'ai travaillé dans l'industrie sucrière à Flak United Estates Limited, la plus grande usine du pays. Chacun retrouve ici un lien et la présence réconfortante de ses pairs. La case nous reste en place tous les jours, mais là nous venons de l'autre changement, de l'autre la vie. À cause de ça, nous venons, moi, si là, j'ai un bon camarade ensemble, nous passons la journée. Très bien. Qui se causé comme ça? Nous raconter, nous guettons film, si nous guettons un joli film, ça nous raconter ça. Tout au long de la journée, les exercices s'enchaînent pour faire jaillir la positivité et stimuler les souvenirs. Bonne journée ensemble. Ce qu'ils vont faire aujourd'hui, c'est ce qu'ils m'appellent la phrase thérapeutique du jour. Pourquoi? Parce que c'est pour dynamiser, motiver dans un état d'esprit positif. Parce que la maladie, bien évidemment, d'Alzheimer, de démence, n'est pas facile pour la personne de vivre et surtout de s'exprimer. Donc, c'est une façon de changer l'état d'esprit. D'année en année, les demandes pour intégrer ce centre de jour se multiplient. Le centre accueille 15 bénéficiaires par jour parce que le centre petit. La demande est bien augmentée. Beaucoup de monde fait inscription, mais beaucoup de monde à Alzheimer et plus jeunes aussi. En attendant, ici, on veille chaque jour à ce que la mémoire s'efface le moins vite possible et que le cœur, lui, ne perde jamais sa lumière. Plus de 8000 personnes âgées de plus de 60 ans vivent avec la démence et l'Alzheimer, selon le docteur Amina Sorefan, présidente de l'association Alzheimer and Dementia. Elle intervenait lors de l'émission au grand titre présentée par Kavin Tapessa. Voici un extrait de l'émission. Aujourd'hui, on a besoin donc du point de joli, un grand centre de jour, avec toutes les activités, bonne consultation, vraiment tout bien fait, soit sous un même toit, différentes disciplines qui pour tout ban du monde.
Plus nous prenons un jardin, nous prenons un potager, nous prenons un circuit pour faire la marche. La marche est importante pour sa malade-là. Mais nous les collaborations de tout le monde, ils pas juste nous, parce qu'ils concernent la société de Maurice, les familles mauriciennes, comme on fait dire à Gavin, prenant 2 à 3% du monde, parce que, comme on dit, là, nous avons tout bon facteur de risque à Maurice. Docteur, depuis sa collaboration avec le gouvernement, est-ce que vous pensez qu'il y a pour un nouveau plan d'action, peut-être, la démence et la maladie? Non, il l'heure pour faire. Actuellement, nous payons un plan d'action. Et l'OMS fin devant nous, depuis 2017, tout le pays, member states, qui viennent avec un plan national. Et cette année-ci, à l'Assemblée générale de l'OMS, en mai, fin demande un pays, État membre, d'élaborer un plan, une stratégie, un plan d'action pour ça. Donc, nous travaillons, nous déjà commençons le travail, nous avons une ébauche déjà, un draft, qui, maintenant, le ministère de la Santé, prend sa commande de ça et faire qu'il y ait un stakeholders, tous les différents partenaires, parce que ce n'est pas seulement le problème de la santé, c'est un problème de santé publique. À Pointe-aux-Sables, cette fois, tout récemment, la Fondation Georges Charles a célébré ses 43 ans d'existence. L'organisme œuvre avec dévouement aux côtés des personnes vivantes avec un handicap intellectuel, comme vous le verrez dans le reportage d'Anisha Madaya. Aujourd'hui, ils sont 89, âgés de 5 à 48 ans, à fréquenter le centre. Chacun avance à son rythme avec ses défis, mais dans un environnement où l'on propose une éducation adaptée et où l'on s'emploie à changer le regard porté sur le handicap intellectuel. Chaque petit progrès devient une grande victoire dans un quotidien tissé de patience, de passion et d'humanité. Handicap intellectuel, il y a un peu de tabou à l'île Maurice et nous aussi faire awareness et reconnaître c'est vrai les vraies valeurs du handicap intellectuel. Nous allons intégrer la société, même nous capables de débrouiller, nous pouvons manger, nous pouvons prendre transport individuel, nous capables de débrouiller, nous pouvons tout seul, nous capables de vivre tout seul. Pour nous, c'est intégration. Pour les familles, le centre est une deuxième maison, un espace où l'on apprend, où l'on est écouté et où l'espoir prend racine jour après jour. Il a beaucoup progressé, même si académiquement, il n'apprend pas grand-chose, mais tout a son temps. Mais au niveau des autres choses, il a appris beaucoup. Il peut manger par lui-même quelque chose qu'il ne pouvait pas faire avant. Derrière chaque regard, il y a une volonté d'apprendre, de progresser, d'exister pleinement. On peut apprendre à faire du bois. On peut apprendre à planter. Ce n'est pas donné à tout le monde de travailler auprès de ses élèves, mais ceux qui s'engagent dans cette voie découvrent un autre regard sur le monde et sur eux-mêmes. La joie que nous gagnons tous les jours, sourire que nous gagnons de ces enfants-là, c'est ça même qui motive nous chaque jour pour nous prendre au travail. La Fondation Georges Charles, reconnue pour son engagement exemplaire, bénéficiera prochainement d'un agrandissement de ses locaux pour renforcer ses actions sur le terrain. Franchement, je fais un travail incroyable. Il m'a finalement remettre sa terrain qui est à côté à Pointe-aux-Sables parce que clairement nous nous encourageons dans ce travail. 43 ans de dévouement et toujours la même flamme, celle qui éclaire le chemin de ceux qu'on oublie trop souvent. L'actualité internationale dominée par la situation à Gaza. Le média Al Jazeera a annoncé la mort de 5 journalistes sur place. De son côté, l'armée israélienne a affirmé avoir ciblé le correspondant Anas Al-Sharif, qu'elle a qualifié de terroriste qui se faisait passer pour un journaliste. Le récit de Sylvana Paris-Mamen. 5 journalistes travaillant pour Al Jazeera qui couvraient les événements de la bande de Gaza ont été tués hier par une frappe israélienne devant un hôpital. Parmi eux, Anas Al-Sharif, un reporter bien connu pour sa couverture du territoire enclavé que l'armée israélienne a confirmé avoir ciblé. Elle le qualifie de chef d'une cellule terroriste au sein de l'organisation Hamas. Selon Reporters sans frontières, près de 200 journalistes palestiniens ont déjà perdu la vie dans les frappes qui touchent la bande de Gaza depuis le début du conflit, il y a plus de 20 mois. Benjamin Netanyahou a affirmé avoir donné l'ordre à l'armée d'autoriser un plus grand nombre de journalistes de la presse internationale à travailler sous son contrôle dans la bande de Gaza.
En parallèle, le Premier ministre israélien a présenté son plan pour mettre fin à la guerre. Notre but n'est pas d'occuper Gaza, notre but est de libérer Gaza, le libérer des terroristes du Hamas. La guerre peut prendre fin demain si le Hamas dépose les armes et libère tous les otages. Après la France et le Canada fin juillet, l'Australie va à son tour reconnaître l'État de Palestine à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Les pressions internationales s'accentuent sur le gouvernement israélien pour trouver une issue au conflit qui a conduit à une grave crise humanitaire dans l'enclave palestinienne assiégée où vivent quelques 2,4 millions de personnes. Retour à Maurice, situé à Terre-Rouge, l'Environmental Protection and Conservation Organization mène depuis 2009 le projet Made in Heaven, un projet financé par l'Union européenne. À travers un atelier artisanal, des déchets sont convertis en souvenirs. Cela offre des emplois durables à une vingtaine de femmes au foyer. Madhvi Jagannath. Katidja est la responsable de cet atelier de fabrication de souvenirs artisanaux situé à Bois-Pignolet-Terre-Rouge. Elle forme les femmes au foyer. Au fait, madame Vini, je termine ce travail ici, je checker, je écrire la quantité que je fais, que je peux faire. Après ça, là, je viens, je prends les autres matériaux pour continuer à faire à la maison. Sanjana, nouvelle venue dans l'atelier, a choisi cette voie pour soutenir sa famille. Au départ, c'était difficile, mais avec une savate comme ça, pour passer une pâte, je ne suis pas capable. J'ai essayé, je fais premier, je fais deuxième pas bon, troisième pas bon. La quatrième commence bien bon. Je gagne 20 premières pièces pour faire à la maison. Et de 2 jours, je retourne 20 pièces. Là, je gagne 100 pièces pour faire à la maison. Donc, j'ai un bébé de 3 ans qui me fait rentrer l'école. Là, j'ai un job qui me pour joindre une autre full-time. Depuis 2009, ce lieu est au cœur d'un projet porté par l'ONG Environmental Protection and Conservation Organization. Intitulé Made in Heaven, ce projet a des objectifs clairs. Le projet-là, c'est un projet qui a commencé as a Poverty Alleviation Project. Il vient maintenant à un fully fledged project qui sustain plusieurs madames dans différentes sociétés, surtout les marginalized women. Ça veut dire qu'on peut créer l'emploi pour eux. Ils deviennent, ils apprennent à faire un produit souvenir. Et une fois qu'ils finissent le training, là, ils sont capables de retourner la case, de faire lui aussi depuis la case. Et là, ils donnent nous un produit là et nous plaçons ça dans différents outlets autour de l'île. Comment ils font, ils peuvent payer directement. Made in Heaven vise aussi à créer des emplois durables. Deuxième aspect, c'est un peu le recyclage de solid waste management. Par exemple, nous servons beaucoup de bois qui est discarded. Nous ramassons ça depuis une place, depuis un chantier, un plywood, etc. Et nous recyclons les nous faisons les base pour nous une magnet. Et aussi, nous avons la toile et nous avons des affaires qui nous répondent. Donc, nous donnons l'emphase aussi, triple R concept, reduce, reuse and recycle. Ici, chaque souvenir n'est pas seulement un objet, mais un symbole d'espoir pour un avenir plus vert et équitable. Là, je me prépare un palette pour faire un montage de magnet au-dessus. Je peux gagner un revenu là-dedans qui m'est capable d'aider ma famille. On apprend à faire, oui. Un peu de tout. Parfois, nous travaillons la scène, un travail qui prend beaucoup de temps. Nous faisons les parties par partie. Puisqu'il va tout seul à la maison, moi, j'aime prendre comme un passe-temps, puisque j'ai un camarade ici, nous causer. Je fais comme part-time seulement. Au fil des années, ce projet a permis à beaucoup de femmes de devenir financièrement indépendantes. Made in Heaven est financé à travers le programme de coopération décentralisée de l'Union européenne. Le verdict est tombé lors d'une cérémonie au Polytechnics Mauritius de Montagne-Blanche samedi. Le collège du Saint-Esprit a remporté la première édition de la compétition STEM Racing F1. Organisée avec le soutien de la Formule 1, ce projet vise à inspirer les jeunes de 9 à 19 ans à embrasser des carrières dans les filières STEM, soit sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Priyanka Uri. En vrai, ouais, je pense qu'ils ont un peu de couleur, ils ont peut-être un peu plus de rouge, puisque le noir, ça fait un peu, ça fait partie du Saint-Esprit, je pense. Donc, toi, tu veux une forme un peu plus... Pendant 9 mois, ces collégiens ont conçu la voiture miniature en impression 3D. Imaginez leur stand, créer leur uniforme et travailler sur la maîtrise des principes scientifiques propres à la Formule 1. Oui,
notre design est inspiré des voitures de Formule 1 modernes qui utilisent l'aérodynamique au sol pour générer de l'appui. Alors, comme c'est une ligne droite, nous devons réduire notre traînée. On se rencontre sur Google Meet prioritairement. Et bon, il y a des fois on passe des nuits blanches. On travaille sur la voiture, les réseaux sociaux et aussi nos portfolios. Motivés, ils se sont embarqués pour la toute première édition de la compétition STEM Racing F1. L'évaluation s'est déroulée en 2 temps. Une phase technique et orale, avec l'analyse du portfolio, l'évaluation du stand et de la voiture. Ça va directement sur Instagram, sur notre site. Puis, le point d'orgue, la course officielle en présence d'invités internationaux dédiés à la performance et à la vitesse sur piste. Nous pousse l'utilisation de AI dans la préparation des urban design et en même temps, nous donnons accès à pas mal de ressources pour le design de l'auto, le design de portfolio et le design de bouffe, etc. En remportant cette première édition de STEM Racing, les garçons du Saint-Esprit montrent la voie à leur père et démontrent que la filière scientifique ouvre bien des avenues. Le learning process par lequel je finis passer, déjà, je finis bien gérer ce projet-là comme un entrepreneur. Alors, je finis bien le rôle de bonnes ressources, le rôle de bonnes sponsors, comprendre même le produit, comment il a bien été, avec une spécification détaillée technique. Cap désormais sur Singapour, où les jeunes ingénieurs mauriciens tenteront de décrocher un nouveau podium sur la scène internationale. Également dans l'actualité, la MASA compte un nouveau conseil d'administration ainsi qu'un nouveau directeur général. L'instance veut se réorienter en mettant en exergue la numérisation. Elle compte aussi redynamiser la coopération avec d'autres sociétés de droit d'auteur internationales. Christelle Lebras. Nestlé Nadesen est un auteur, compositeur, chanteur et arrangeur musical. Connu sur la scène musicale comme MC Nestlé, il s'est rendu au siège de la MASA pour enregistrer son nouvel album. Tout projet qui m'a fait, pour faire un nouveau texte, je viens à la MASA, je viens enregistrer là. Aujourd'hui, là, nous faisons un album, il arrive au final. Mais c'est l'institution qui nous est là, Maurice, qui protège les artistes, les autres droits, mécanique, etc., etc. C'est un qui nous, tous artistes bien suivre les mêmes affaires. Nous rencontrons un autre artiste, John Medor, alias John J. Oui, il fait une autre CD qui va l'orguer l'année prochaine, peut-être en février. Ça veut dire qu'on est capable de des clubs de morceaux qui vont mettre le CD là. Protéger davantage les droits d'auteur des artistes mauriciens et faire la Mauritius Society of Authors devenir une référence dans la région, c'est un des objectifs de la MASA. Aujourd'hui, la société de droits d'auteur cause la fast distribution and rapid collection. Ça veut dire que nous devons collecter vite et distribuer l'argent au plus vite. Right? Nous pouvons trouver que dans le passé, il y a un montant qui vient rester, et ça c'est sur le public, la place publique. Là, nous pouvons faire des démarches pour connaître c'est à qui les ayants droit et qui chaque ayant droit gagne ce dû. Nous perdons la créative économie là en servant de digitalisation. Et dans la société, puis qu'on se trappe AI pour faire ce talk sheet, il nous faudra faire le grand saut pour nous rendre dans ce développement-là. La MASA ouvrira aussi un département dédié aux langues orientales. Nous avons envie comme si encourage nous les artistes locaux, surtout les personnes qui font côté Bouche Populi aussi, ils viennent à la MASA, ils viennent déclarer des œuvres ici à la MASA et chercher des albums. Prochaine étape, accueillir une délégation de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, pour renforcer la coopération et promouvoir ensemble les droits d'auteur. Dans le domaine littéraire, Anushka Gangabissoun vient de publier Letters to the Island, un ouvrage qui était pour elle un espace de refuge durant une période d'isolement collectif. En effet, tout a commencé pendant la pandémie de la Covid-19. Anushka Gangabissoun s'est confiée à Candy Mankra. Dear Island, read our projected images. On this evening, I reflect upon the image that we all project. Alors que le pays est confiné, Anushka Gangabissoun
se lance dans l'aventure créatrice d'un livre profondément intime et sensible. Du 10 mars au 11 juin 2021, chaque jour, elle écrit des lettres à une île, à elle-même. Elle y livre ses joies, ses peines, ses colères, mais aussi ses espoirs. Letters to the Island devient alors un espace de refuge, un carnet de bord émotionnel dans une période d'isolement collectif. C'était important pour moi de faire en sorte que les gens, la jeune génération, les générations futures, connaissent comment nous passe le confinement. Parce que nous pouvons vivre à une ère que tu es dans un vaccin, que tu es dans la médecine de toutes sortes, et vivre avec un virus qui peine un remède, c'est peut-être quelque chose d'impensable, impossible même pour les jeunes générations. Donc pour moi, l'île était devenue une maman. Et tous les habitants, c'était ce banc enfants. L'auteur évoque également les luttes et les victoires de ceux qui, en première ligne, ont mené bataille contre la pandémie de Covid-19. Quand on regardait ce qui se passait sur les réseaux sociaux, il y avait des gens qui ne se connaissaient pas, mais qui s'adressaient, qui commentaient sur les status, comme s'ils habitaient la même rue, voire la même maison. Et puis, il y a les poèmes parsemés au fil des pages, comme des soupirs ou des appels. Ces vers s'adressent à l'île qui devient confidente, complice, présence rassurante. Puis c'est l'un des accessoires les plus célèbres de la saga Star Wars. Le légendaire sabre laser de Darth Vader est exposé à Londres avant une vente aux enchères publiques en septembre. Il s'agit du sabre original des films L'Empire contre-attaque et le retour du Jedi et pourrait se vendre jusqu'à 3 millions de dollars. Enfin, l'interview de la matinale à suivre demain sur RM1. Jean-François Lecning reçoit Delphine Taylor, CEO du Salary Observatory. Ce sera à partir de 8h15 sur RM1, sur MBC2 et en streaming sur la page YouTube de RM1. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC. Quand on réfléchit, c'est qui m'a envie dans la vie, c'est grandi, c'est réussi. Toi, si tu peux d'un métier qui compte l'importance, tu as envie de découvrir un métier dans la finance, ou soit un travail autour de l'assurance, avec ou sans l'expérience, côté Alliance Services Mauritius, ça gagne ce sens. Si tu es content de venir ou tu es un loup-garou et une carrière pour toi que nous, tu es content de tracer, jouer et co-organiser, tu peux d'une base que tu es capable de monter niveau et de montrer qui te veut, vini. Côté Alliance Services Mauritius, tu peux level up. Apply au careers.alliance.com. Fans de foot, fans de Première Ligue, le roi, le lion est de retour. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Retrouvez vos stars en action sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport. Vibrez avec les grands championnats de foot sur tous vos écrans connectés compatibles. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Les prévisions pour Maurice, temps plutôt nuageux cette nuit et tôt demain matin avec de faibles pluies principalement sur les versants au vent et sur le plateau central. La température minimale variera entre 15 et 17 degrés sur le plateau central et entre 19 et 21 degrés dans les régions côtières. Il fera beau demain au cours de la journée. La température maximale variera entre 19 et 22 degrés sur le plateau central et entre 24 et 27 degrés dans les régions côtières. Le vent soufflera de l'est à sud-est de 20 à 30 km/h avec des rafales de 60 km/h. Le vent s'affaiblira graduellement demain. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer.
À Rodrigue, le temps sera mécouvert cette nuit avec de faibles pluies. La température minimale sera entre 17 et 19 degrés. Il fera beau demain et la température maximale variera entre 22 et 25 degrés. Le vent soufflera de l'est-sud-est de 25 à 35 km/h avec des rafales pouvant atteindre 65 km/h dans certains endroits. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Les prévisions pour Agalega, des périodes nuageuses sont prévues avec des averses passagères. La température minimale sera d'environ 24 degrés durant la nuit et la maximale d'environ 27 degrés demain au cours de la journée. Le vent soufflera de l'est-sud-est à environ 30 km/h, se renforçant avec des rafales sous les averses. La mer sera agitée avec des vagues d'1,50 m. Good food, good life. Le roi, le lion est de retour. Pour célébrer ce grand retour sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport, pour tout nouvel abonnement jusqu'au 31 août, bénéficiez du pack sport à seulement 350 roupies par mois jusqu'à fin février 2026. Rendez-vous vite en Canal+ Store ou sur canalplus-maurice.com. Un chocolat fondant et onctueux. Un vrai plaisir qui dure. Goûtez le qui fait l'unanimité. Pour tout achat de 2 produits Cadbury participants, scannez le QR code ou envoyez un message WhatsApp pour tenter de gagner votre part des 350 000 roupies en prix incroyables. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Conditions générales applicables. Bonsoir et merci d'être avec nous. Football en Angleterre. Le premier trophée de la saison est allé à Crystal Palace. Les Eagles qui se sont imposés au tir au but face à Liverpool dans le Community Shield. C'était hier soir, bien sûr, à Wembley. Le score dans le match était de 2 buts partout. Un démarrage raté pour les Reds et leur nouvelle recrue. Deuxième trophée de leur histoire, cependant, pour Palace. Vikash Bhagirethi. For the very first time, the Community Shield is on its way to Selhurst Park. They're glad all over. La saison 2025-2026 officiellement lancée dimanche soir en Angleterre avec le traditionnel Community Shield à Wembley. Un trophée remporté par Crystal Palace après sa victoire au tir au but 3-2 face à Liverpool. Le score après le temps réglementaire était de 2 buts partout. Moment historique pour Oliver Glasner et ses protégés. Ils permettent à Crystal Palace de remporter le 2e trophée de son histoire. Un honneur réussi après haute lutte face aux champions d'Angleterre en titre et ses nouvelles recrues, dont Hugo Ekitike, qui d'ailleurs trouve le chemin défilé dès la 4e minute. Il ne pouvait s'attendre à un meilleur départ sous ses nouvelles couleurs. 13 minutes plus tard, alors que Liverpool surfait sur une possession du ballon autour de 60%, Virgil van Dijk commet une faute sur Ismaïla Sarr en pleine surface. Jean-Philippe Mateta profite de ce penalty pour égaliser. À la 20e, au moment où les supporters de Liverpool rendaient hommage à leur numéro 20 de toujours, Diogo Jota, une autre nouvelle recrue, Jérémy Frimpong, redonne l'avantage aux Reds avec un lob chanceux qui surprend le gardien adverse Dean Henderson. La bande à Arne Slot ne pourra par la suite défendre cet avantage. Ismaïla Sarr se fera de nouveau remarquer avec un but à la 77e sur un service d'Adam Wharton. Lors de la séance des tirs au but, Mohamed Salah, Alexis McAllister et Harvey Elliott ne pourront convertir, laissant ainsi la victoire finale à Crystal Palace, vainqueur de la dernière édition de la FA Cup. En championnat,
Liverpool ouvrira la première journée et la défense de son titre ce vendredi à 23 h à domicile face à Bournemouth. Les Eagles, pour leur part, démarrent la Premier League avec un déplacement à Stamford Bridge pour affronter Chelsea ce dimanche. Trophée, mais également une mauvaise nouvelle aujourd'hui pour Crystal Palace, vainqueur donc de la FA Cup et du Community Shield, qui a perdu son appel contre la décision de l'UEFA de le rétrograder de la Ligue Europa vers la Ligue Europa Conférence, ce dans une affaire de multipropriété de club, annonce ce lundi du tribunal arbitral du sport. Le mois dernier, l'UEFA avait rétrogradé Palace tout en autorisant l'Olympique lyonnais à jouer en Ligue Europa, car à l'époque, le groupe Eagle Football était propriétaire majoritaire de Lyon, alors que son président, John Textor, détenait une participation de contrôle dans Palace. Lyon, pour sa part, est confirmé en Ligue Europa. On va parler maintenant des Jeux de la CJSOI, qui sont bien sûr terminés. Les délégations retournent au pays. D'ailleurs, demain, belle ambiance attendue vers la mi-journée avec le retour du plus gros contingent à l'aéroport. L'heure est également au bilan. Nous nous intéressons ce soir à l'athlétisme, discipline phare. Nos jeunes athlètes ont ramené pas moins de 11 médailles d'or. Koyal Sital. En athlétisme, la récolte a été impressionnante pour la délégation mauricienne. 34 médailles au total, dont 11 en or, 12 en argent et 11 en bronze. Sur piste, Aaron Fong Long a signé le doublé sur 100 et 200 mètres. Franchement, c'était pas facile. On travaille beaucoup pour ça. Et c'est que du mérite, franchement. Merci à tout le monde. Océane Chrétien chez les filles s'est imposée sur 100 mètres. Malgré ça, il n'est pas vraiment en faveur, même si je suis habitué. Mais c'était vraiment d'une meilleure parents premiers d'abord fier. Azel Sipou a dominé le 400 mètres et le relais medley composé d'Aaron, Jersey, Trishan et Giorgino a décroché la médaille d'or. En concours également, nos représentants se sont illustrés. Une moisson dorée qui reflète des mois de travail acharné. Il y a eu l'occasion de montrer d'autres performances, que ce soit au niveau de la détente, le saut, que ce soit au niveau de la course d'endurance, que ce soit au niveau de course de vitesse, que ce soit au niveau lancé, Côte Maurice a montré sa capacité. Des résultats qui viennent confirmer la montée en puissance de l'athlétisme mauricien sur la scène régionale. Tennis de table avec cette activité récente, un stage intensif d'une semaine pour des pongistes est confirmé et jeunes espoirs mauriciens, ce sous la houlette de l'entraîneur réunionnais Rémi Dupeux. Une semaine de travail axée sur le perfectionnement technique et consolidation des bases afin de mieux préparer les prochaines compétitions. Koyal Sital. Pendant 6 jours, la petite balle blanche a résonné à l'entraînement des pongistes mauriciens. Rémi Dupeux, un entraîneur venu spécialement de la Réunion, a animé un stage intensif réunissant les seniors et les baby pinks. Objectif, faire progresser à la fois la relève et les athlètes confirmés. Ce stage a pour but de promouvoir les échanges entre l'île Maurice et le club de la Cressonnière en faisant des échanges réguliers pour encadrer un stage axé sur le physique et la préparation des compétitions à venir. Raquette en main, les plus jeunes peaufinent les bases du tennis de table. Ils nous racontent ce qu'ils ont appris. Mon mémoire physique, il fait ma bouche plus, il fait mon spin, rêver, tout ça là, améliorer. Je bien content. Il a fait des exercices qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et il nous a montré des trucs qu'on peut faire dans les matchs, les services, les techniques et surtout beaucoup de placements. Chez les seniors, ce stage prend une dimension plus compétitive. Ivana Descan, qui prépare les championnats d'Afrique prévus en novembre, profite de chaque conseil pour affiner sa technique. Ça coach là et nous peaufine la technique, prépare nous même mentalement aussi pour une compétition qui peut venir devant. Mon objectif c'est améliorer mon classement mondial.
Un stage formateur qui pourrait bien permettre aux pongistes mauriciens de franchir un cap et de briller dans la prochaine compétition. Autant pour cette page. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée et bonne semaine à tous.